L'objectif, la grande ambition de l'agriculture écologiquement intensive, c'est d'aménager les écosystèmes agricoles en s'appuyant sur les savoir-faire de l'écologie scientifique pour être plus économe vis-à-vis de facteurs de production que l'agriculture a beaucoup utilisés jusqu'à maintenant, mais qui vont devenir moins accessibles. Ces facteurs, c'est par exemple l'irrigation, les aliments composés, les engrais, les produits phytosanitaires. Et on sait que pour des raisons à la fois de coûts économiques, d'attitude de la société à leur égard ou d'impacts environnementaux, eh bien ces facteurs, il va falloir apprendre effectivement à s'en servir de manière plus parcimonieuse, plus économe, comme nous allons le voir. Ce qui m'a amené à pratiquer l'AEI, donc à changer mes pratiques de travail du sol, c'est que la terre, je l'ai dans les tripes. Et pour moi, la plus grande des pollutions, c'est l'érosion. Pour combattre ce fléau, nous avons été obligés de modifier nos façons de faire, ce qui nous a amené à revoir notre rotation et à avoir une pratique systématique de couverture des sols. Ce que l'on peut dire. D'abord, une augmentation des rendements dans les mauvaises terres, surtout une augmentation de la régularité des rendements. Le deuxième point positif, c'est une baisse de la puissance nécessaire au niveau mécanisation. Et le troisième point, c'est moins de temps passé sur le tracteur à se faire secouer et plus de temps les pieds dans les bottes à se promener dans les champs. C'est quand même plus agréable. Nous sommes aujourd'hui sur une plateforme d'essai que nous avons mis en place avec Triskalia, avec des techniques de semis de maïs qui sont pénalisantes pour le démarrage du maïs. On observe un résultat. Ce que j'attends de la recherche, c'est que nous explique pourquoi nous avons des variations et que nous permettent à terme de produire plus avec moins. Et voilà le travail que d'autres font avec le labour, toi tu l'obtiens avec le couvert végétal et qui donne à manger aux vers de terre, quoi. Donc c'est ton cheptel maintenant, c'est les vers de terre. Ah oui, tout à fait. Hein. Et puis je peux te dire que ça bouffe. Hein. Nous travaillons au sein de Triskalia à accompagner les agriculteurs sur des modifications de systèmes de culture. Donc nous avons un réseau de 20 fermes de référence sur lesquelles nous enregistrons l'ensemble des pratiques des agriculteurs, ce qui permet de calculer des indicateurs tels que le niveau d'émissions de gaz à effet de serre, le niveau d'autonomie protéique par exemple sur la ration des animaux, et ensuite de les transposer à l'intérieur du groupe et vers d'autres agriculteurs adhérents de Triskalia. Là où la recherche peut nous aider, c'est principalement sur les maladies. Notamment en Bretagne, nous avons des grosses pressions de fusariose et les modifications de systèmes de culture qu'on préconise dans le cadre de l'AEI, avec des couverts plus puissants, avec un travail du sol plus superficiel, modifient le fonctionnement du sol. Et la recherche peut nous aider à quantifier ces modifications et à mesurer dans quel sens va cette flore plus bénéfique et qui concurrence la flore pathogène qui provoque les fusarioses. La recherche en agriculture écologiquement intensive couvre un champ très large, à l'image de cette AEI, qui nous amène à étudier aussi bien des dimensions techniques que des dimensions sociales ou économiques. Pour ce qui est de la fertilité des sols, au sein du laboratoire d'écologie et d'agronomie de l'ESA d'Angers, nous travaillons plus spécifiquement sur des aspects cycle de l'azote et gestion de la matière organique, mais beaucoup de champs restent à travailler, comme par exemple celui des pathogènes, des ravageurs, plus globalement de l'écologie microbienne, comme nous l'avons évoqué avec Bernard. Voilà, il y a une racine là qui suit, tu as vu la galerie vers de terre. Tout à fait. Et là on voit qu'on a un système racinaire qui finalement n'est pas limitant, puisqu'on descend à 1,20 m et on n'est pas au bout, quoi. Donc pour aller encore plus loin, on a vu toute la nécessité de donner au sol vivant sa juste place, et je suis assez convaincu que pour cela, il faut aider les agriculteurs en termes d'outils d'aide à la décision, à avoir les moyens d'évaluer la fertilité de leur sol et de resituer cette fertilité dans une évaluation plus globale. Et d'autre part, avec nos collègues sociologues, nous travaillons à l'adoption du changement sur les exploitations agricoles. À l'exploitation SCA Saint-Michel-du-Mont, nous sommes deux associés. Nous cultivons 120 hectares de surface, répartis en 60 hectares de légumes et 60 hectares de céréales. Nous sommes adhérents à la coopérative Agrial et mettons en œuvre chaque année une douzaine d'actions propres à l'agriculture écologiquement intensive. Pour ne prendre que l'exemple d'une, nous échangeons avec des voisins qui ne sont pas eux-mêmes producteurs de poireaux des parcelles afin d'augmenter considérablement le taux de retour d'une même culture sur une même parcelle. Donc là, on a des navets
Donc ils sont quasiment tous bons. Bon, il y a celui-ci qui a un problème de mouche et un problème de calibre. Mais tiens, on voit, on voit le verre là. Il y a un verre dedans. Hein. Là, il y a plusieurs même. Pour limiter les dégâts causés par les insectes ravageurs des cultures, on peut imaginer utiliser les insectes qui vont naturellement réguler les populations de ces insectes ravageurs, qui sont des insectes prédateurs, qui vont consommer par exemple des larves de pucerons comme on voit sur cette image, ou des insectes qui vont parasiter d'autres insectes en y pondant leurs œufs. Et ces ennemis naturels des insectes ravageurs vont pouvoir limiter l'évolution des populations d'insectes phytophages dans les cultures et donc potentiellement limiter les dégâts causés par ces insectes ravageurs. Et les travaux que l'on conduit notamment à Agrocampus consistent à essayer de déterminer les meilleurs aménagements qui favorisent les insectes dont on a besoin, spécifiquement sur les cultures légumières par exemple, mais qui ne vont pas apporter d'ennuis supplémentaires. On sait qu'avec l'évolution en fait, des pratiques vers l'agriculture écologiquement intensive, il y a tout un besoin effectivement d'accompagnement, d'encadrement des producteurs puisqu'ils vont se retrouver avec un panel de solutions. Et un panel de solutions, une boîte à outils qu'il faudra savoir effectivement employer à bon escient pour justement contenir les attaques de bioagresseurs qui peuvent être fortement préjudiciables pour les cultures légumières produites. À titre d'exemple, on peut citer l'encadrement et l'accompagnement des pratiques de producteurs qui se fait via l'aide qui leur est fournie sur les risques sanitaires encourus, donc au travers des dispositifs de piégeage qui permettent de tenir informés les producteurs des dynamiques de pression encourues chaque semaine tout au long de la campagne et de les aider dans le choix d'intervenir au moment opportun pour protéger leur culture. Lorsqu'on fait du contrôle biologique, on peut avoir des problèmes de qualité et donc de commercialisation des produits parce que ce contrôle biologique, il laisse une trace au sens où un insecte parasité, même s'il est mort, il reste présent sur la laitue ou sur l'artichaut. Donc cette difficulté-là, on peut imaginer la lever en jouant sur le contrôle biologique à des échelles plus larges pour essayer de limiter globalement le pool d'individus qui vont coloniser les cultures concernées. On veut y aller. Mais en même temps, on est relativement prudent, puisqu'on est quand même lié à l'obligation de résultat. C'est du légume sain, vendable, et qui donne envie aux consommateurs de l'acheter. Et il est clair que ces nouvelles approches, ces nouveaux modes de gestion vont être nécessairement plus complexes que les approches précédentes, qu'on a encore un travail de recherche à fournir pour apporter des solutions qui soient réalistes au niveau des exploitations. Il ne suffit pas de dire il n'y a qu'à mettre des haies autour des champs, il faut qu'on te propose des solutions qui soient concrètement applicables dans les exploitations en respectant un certain nombre de critères de qualité de la production. Au GAEC de l'Apré, on est avant tout des éleveurs laitiers, puisque 85% de notre revenu vient du lait. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est des animaux performants, des animaux en bonne santé et des animaux qui se reproduisent bien. Et ça, on va y arriver à travers une bonne alimentation et surtout un pilotage. Donc ce qu'on recherche, c'est des outils d'aide à la décision qui vont vraiment nous aider à accéder à cette performance et à ce plaisir qu'on a à travailler avec nos animaux. Justement, au niveau Terrena, nous avons développé le traitement sélectif au tarissement. C'est une solution à huile qui permet de diminuer l'usage des antibiotiques. Le principe est simple, une vache infectée reçoit des antibiotiques au tarissement, une vache saine ne reçoit pas ou peut recevoir un obturateur si besoin. Nathalie, est-ce que je peux me permettre de tarir mes vaches sans risque, sans y mettre d'antibiotiques? Les antibiotiques, oui, on peut les supprimer sur les vaches qui ont moins de 150 000 cellules au moment du tarissement. Elles n'en ont pas besoin. Ça permet de réduire de 25 à 45% le nombre de traitements qui sont faits. On a en plus l'obturateur qui nous permet de gérer la période tarie quand on a un fort risque de nouvelle infection pendant le tarissement. L'obturateur est là pour ça, comme tu l'utilises déjà. Et en plus, on a montré qu'on augmente la marge de l'activité lait quand on supprime les traitements tarissement. Donc il faut le faire. Nathalie parlait de retour économique grâce au traitement sélectif. En as-tu constaté sur ton exploitation? À la fois par le traitement sélectif et puis l'utilisation d'obturateurs, c'est vrai qu'on a observé une économie à la fois sur les dépenses, mais aussi on a une diminution forte du nombre de mammites en début de lactation. Donc ça c'est important. Maintenant c'est vrai que le tarissement et le début de lactation c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. Donc nous ce qu'il nous faut c'est des outils de pilotage qui couvrent l'ensemble de la lactation de la vache. Donc justement pour la lactation, chez Terrena nous avons développé un outil qui s'appelle Profilia. Donc nous analysons tous les mois le lait et notamment nous regardons la composition du lait et son profil en acides gras puisque ce sont des témoins très importants et très précis
de l'efficacité de la ration et de la santé des animaux. C'est vrai que nous, on l'utilise depuis 2 ans sur l'exploitation et on a constaté à la fois une amélioration de notre efficacité laitière, de la performance des animaux, mais aussi, et ça c'est important pour nous, une meilleure santé, une meilleure reproduction de nos animaux. Et pour nous, en tant que techniciens, le bilan que l'on peut faire avec Profilia mensuellement est très important puisque nous avons des tableaux de bord qui nous permettent d'avoir un échange sur des données concrètes, précises de l'exploitation. Finalement, on voit bien que nous avons besoin d'outils d'aide à la décision en production animale pour piloter les exploitations laitières. Donc concrètement, sur le terrain, nous avons besoin de la recherche pour développer encore des nouveaux outils et également de la formation pour former et les éleveurs et les techniciens à la maîtrise de ces nouveaux outils. Oui, j'en suis persuadée, et nous, à Muniris, l'intérêt que l'on trouve dans cette collaboration au sein de la GRAEI, c'est d'une part d'identifier des questions d'intérêt que les éleveurs se posent sur la santé de leurs animaux, et aussi d'avoir accès à un nombre impressionnant d'élevages qui nous permettrait de tester en vraies conditions quelle est l'efficacité de ces outils d'aide à la décision pour l'amélioration de la santé des animaux. Oui, comme tu le dis Nathalie, nous en tant qu'éleveurs, on est très intéressés par mettre en œuvre ces nouvelles pratiques parce que de mon point de vue, ça combine les attentes à la fois des citoyens, des consommateurs et puis avant tout, ça présente un intérêt pour nous éleveurs, un intérêt économique par la marge dégagée et puis par le plaisir aussi à travailler avec nos animaux. Comme on l'a vu dans les séquences précédentes, l'agriculture écologiquement intensive, c'est à la fois de l'écologie, mais aussi une autre conception de la manière de produire les innovations. Jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y avait des chercheurs professionnels qui proposaient des innovations et puis des agriculteurs qui étaient devenus des consommateurs d'innovations. Dans l'agriculture écologiquement intensive, on va essayer au contraire d'associer à nouveau agriculteurs, enseignants, chercheurs, pour élaborer des solutions qui ne seront pas des solutions universelles, valables partout, mais qui seront au contraire adaptées aux contextes locaux, économiques, sociaux, environnementaux de chaque agriculteur, d'où justement cette nouvelle conception d'un travail en commun pour élaborer ces innovations.